Bonjour Freddy Joris. Bonjour. Bienvenue dans l'album. C'est la deuxième fois en 20 ans, on va dire, parce que vous étiez un des premiers invités de cette émission. Vous savez qu'on fête ensemble la 700e édition de l'album. C'est vraiment pas sympa mal, de me réinviter. Alors on va parler avec un thème particulier, un thème un peu nostalgique et aussi plein d'intérêt pour l'histoire de notre ville, de Verviers, puisqu'on va parler du 30e anniversaire du film australien de Jean-Jacques Andrian. Alors on va découvrir une série de photos du tournage et puis on va découvrir des photos de l'époque parce que vous allez bientôt donner une conférence à Verviers. Ce sera le 25 septembre à l'espace d'Usbert. Je pense que comme ceci, sur 260 places disponibles, il en reste 25, c'est ça? Oui, donc il faut retenir. Il faut se dépêcher pour avoir les dernières. D'accord. Alors, vous allez parler justement du climat à Verviers en 1955. C'est un axe, hein, c'est un basculement pour notre ville, on le verra. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez bien, on commence par le tournage. Oui, alors, parfait. Vous avez découvert une mine d'or. On va remercier Brigitte Jacques au passage, puisque c'est elle qui est la détentrice et qui a fait ces photos à l'époque, des photos du tournage. Alors, en découvrant cet album de photos, qu'est-ce que vous avez pensé? J'ai pensé d'abord que, comme historien, c'est extrêmement intéressant de pouvoir assister au tournage d'une certaine façon tel qu'il est vu par quelqu'un qui n'y participe pas. C'était l'époux de Brigitte Jacques qui était figurant. J'ai pensé aussi que c'était vraiment une preuve à quel point, pour certains Verviétois, ceux qui ont eu cette chance de participer à cette fabuleuse aventure, ça avait été un moment tout à fait important, hein, jusqu'à en faire un album de famille complet. Moi, j'ai été très, très ému. Oui, c'est toute une ville qui se mobilise à un moment donné quand Jean-Jacques Andrian la sollicite pour accompagner ce tournage. Et c'est une ville qui, en 1989, se souvient déjà d'une époque qui a précédé. Oui, puisque le film est axé sur l'année 1955, année du basculement de la ville dans ce très long déclin qui va alors durer plus d'un demi-siècle. Mais la plupart des participants, je ne parle pas des enfants, ont vécu eux-mêmes cette époque. Ils étaient adolescents et on le constate, les gens, il y a vraiment eu un engouement pour participer au film. Jean-Jacques, pour la préparation aussi, Jean-Jacques Andrian a demandé qu'on lui retrouve des vêtements, des photos d'époque. Enfin, il y a eu un très gros travail préparatoire. Et pour une personne comme Madame Jacques, mais pour d'autres aussi, parce qu'il y a eu d'autres qui se sont souvenus ces derniers temps, lorsqu'on a préparé les diverses manifestations du 30e, ça a été vraiment un moment important dans leur vie, un excellent souvenir. Alors aussi un casting exceptionnel. Jeremy Irons est en train de décoller à l'époque avec Mission notamment. Donc c'est vraiment un acteur qui commence à être très très connu du grand public. On a Fanny Ardant, on a Tchéky Karyo qui vient de faire L'Ours de Jean-Jacques Hano, grand succès en France. Et puis on a Agnès Soral, donc c'était quand même un casting de rêve pour Verviers. Un casting de rêve, effectivement. Je pense qu'il n'y a aucun autre film tourné à Verviers. Il y en a eu, hein, jadis, Le Banquier des fraudeurs et d'autres titres comme ça. Mais qu'un film tourné en grande partie à Verviers bénéficie d'acteurs ainsi, ça a évidemment contribué au succès du film, mais ça a aussi contribué à l'aventure phénoménale que ça a été pour les figurants, pour tous ceux qui ont pu assister à ces journées, voire ces semaines de tournage, hein, puisque certaines séquences ont dû être refaites à de multiples reprises. On le voit dans l'album de Madame Jacques, où elle a compté le nombre d'épouses fictive que son mari avait, puisque son mari était à table à l'harmonie, lui était de face, mais il y avait toujours une dame en face de lui, et on a refait tellement de fois la scène qu'il a eu 3 ou 4 épouses différentes. Ah oui. Et Madame Jacques les comptait scrupuleusement, mais elle est restée, elle, de manière définitive. Alors, le génie de Jean-Jacques Andrian, c'est aussi sa connaissance de sa ville, du tissu social et des lieux, parce que, alors je parle de Verviers, mais il y a eu d'autres lieux, il y a eu Spa notamment, il a été chercher des lieux qui restent pour nous des lieux mythiques. Il y a quand même cette scène au théâtre, il y a le Tonlé à Spa, le lac de Warfa. Donc c'était vraiment une mise en valeur de quelqu'un qui aimait profondément sa ville. Oui, donc Jean-Jacques Andrian
est né à Verviers, a vécu au dernier étage du manège, hein, son père était dessinateur, hein, connaissait bien la ville, mais pour revivre cette époque à laquelle lui avait 10 ou 11 ans, il est né en 1944, il a fait un énorme travail de documentation, de repérage des lieux, et il n'y a rien qui cloche dans le film. C'est ce ça. point de vue-là. Oui. Ceux qui auront la chance de le revoir début octobre à Stavelot vont s'en apercevoir. C'est également un hymne à la ville, oui, d'une certaine façon, même si la question centrale n'est pas celle-là. La question centrale, c'est l'aveuglement des patrons lainiers devant un déclin qu'on préfère se cacher. Et cet amour profond pour cette ville, nous, Verviers-toi au sens large, on ne se rend pas compte de la richesse de cette ville. Moi, je me souviens de Fanny Ardant déambulant dans les rues à Verviers et étonnée de l'architecture des maisons dans une si petite ville. Et l'architecture, la richesse des maisons, c'était aussi ce passé lainier. Oui, et c'est très très bien mis en évidence dans le film. Vous savez que dans une autre vie, je me suis beaucoup préoccupé du patrimoine wallon et verviétois en particulier. Et je le disais encore récemment dans une autre émission, la richesse architecturale de la ville, c'est le témoignage de la richesse de Verviers. Les difficultés aujourd'hui de Verviers face à son patrimoine, c'est parce que la ville a aujourd'hui, d'une certaine façon, un costume trop riche. Oui. Un trop beau théâtre, une trop belle gare. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. On ne va pas s'en plaindre, évidemment. Non, on ne s'en plaint pas, mais il faut comprendre les difficultés pour les autorités responsables de faire face, alors que les moyens ne sont plus du tout ce qu'ils étaient à l'époque. Mais je vois bien toute personne qui vient de l'extérieur à Verviers et qui découvre, et notamment les beaux quartiers, si on peut dire, à partir de la rue du Palais. Il y a une scène dans le film où on voit Jeremy Irons marchant dans toute la rue du Palais. Quelle beauté à ce moment-là. Oui. Et tout récemment, nous avons eu des contacts avec d'anciennes personnes des personnes qui ont participé au tournage. Et encore une personne habitant la rue du Palais nous disait « Ah, elle était assise là, sur mon seuil, et elle, c'était Fanny Ardant. Ah, oui. Ça a vraiment fonctionné dans les deux sens. Les gens ont reçu beaucoup à l'occasion de ce film. Alors, vous pensez quoi de cette volonté de classer au patrimoine mondial de l'UNESCO le quartier des boulevards? Je pense que c'est un fameux défi, comme l'est celui du classement de Spa. Mais toujours est-il, comme ville thermale, Spa, ça a été lancé par Paul Mordan il y a une quinzaine d'années et tout doucement ça a progressé. Ici, qui sait, ça pourrait progresser. Ça a du sens, non ? Ça a du sens. Parce que l'atout principal de Verviers, c'est d'être une ville du 19e siècle. La ville s'est construite au 19e et 20e, au moment où elle a commencé à s'étendre. Et donc là, il y a des ensembles qu'il faut conserver de manière cohérente. Et il faut bien l'admettre, seul le classement protège les bâtiments. On s'en rend bien compte ces derniers mois. Alors, il y a ces beaux bâtiments, mais il faut rappeler aussi, et vous le savez mieux que quiconque, c'est aussi Verviers le terrain des luttes sociales et de moments extrêmement importants dans les luttes sociales. Oui. Verviers a été en avance en matière de révolution industrielle, en matière économique, du coup en matière aussi de difficultés sociales au début du XIXe siècle, et par conséquent en avance sur les luttes sociales. C'est en 1906 que l'on signe à Verviers la première convention collective de tout le pays, de toute la Belgique. En 1946, à l'initiative du patronat des textiliens verviétois, on signe une paix sociale qui est extraordinaire pour l'époque. On crée l'apprentissage à mi-temps, on installe les conseils d'entreprise avant même qu'ils ne soient légalisés. Ça a une conséquence, c'est que le climat social est totalement apaisé dans la seconde moitié du XXe siècle. Ça a aussi pour effet que lorsque Verviers va voir des fermetures se multiplier, il faudra 30 ans avant qu'il y ait des réactions de combat. Voilà, c'est ce qui explique un peu aujourd'hui. J'ai constaté en préparant mon travail sur Verviers en 1955, en préparant cette conférence et en faisant un travail vraiment d'historien, la crise du textile
elle est à peine évoquée dans les divers ouvrages d'histoire économique. On évoque la chute des charbonnages, la chute de la sidérurgie, la chute des industries verrières, et le textile s'est passé à peu près inaperçu. C'est 13 ou 15 000 emplois perdus. Enfin, ils n'ont pas vraiment été perdus, ils ont été délocalisés dans d'autres pays. Pour les plus jeunes, rappelez, Verviers, à son apogée, c'était quoi? Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Verviers, c'est 250 entreprises textiles qui sont en pleine ville. Il faut se rendre compte des usines comme La Lainière, comme Peltzer, comme Simonis, ou Rouget, c'est 1000 ouvriers, 500 ouvriers, 600 ouvriers, en pleine ville. 250 entreprises, 17 000 emplois dans le textile verviétois. En 1955, il y en a encore 14 000. Donc le déclin est en train de démarrer. Et puis alors, après la crise de 1955, qui est le déclencheur, c'est pour ça que Andrien a situé son film cette année-là, en l'espace de 30 ans, les 9/10 de ces emplois disparaissent. Qu'est-ce qui s'est passé en 1955 ? En 1955, c'est la première. Le textile subit des crises régulièrement. C'est un secteur où les crises sont récurrentes. Mais c'est la première fois qu'il y a vraiment une prise de conscience que ça va très très mal. Et ce qui se passe, et c'est notamment la fermeture de l'usine Voss, là où se trouvent aujourd'hui les galeries Voss, oui. Ça a vraiment été un choc. Première fois qu'il y a des interpellations au Parlement, un dialogue entre les textiliens et les ministres, en présence du roi lorsqu'il vient rendre visite à Verviers. Et les explications, c'est que l'industrie textile verviétoise est basée sur la laine. Le grand slogan à l'époque, c'est « rien ne remplace la laine ». Or, c'est faux. Tout la remplace. On est en train de la remplacer par le nylon, par les fibres textiles, par les fibres synthétiques. Premier aspect. Deuxième aspect, la mode qui change. La mode italienne. Il n'y a pas que les Vespa, il y a aussi les robes toutes légères, etc. Par rapport aux gros manteaux que l'on fabriquait ici. Donc il y a un changement de mode. À Verviers se trouvait la plus grande usine de chapeaux de Belgique. Oui. Elle était à proximité de la Grand Poste. Eh bien, en 1955, c'est le début de la voiture. Vous allez me dire quel est le rapport avec le chapeau. Ben, à partir du moment où on a une voiture, on n'a plus besoin de chapeau. Plus l'aspect mode également. Autre aspect, il y a du côté patronal une nouvelle génération qui arrive aux affaires. Et cette génération n'a pas dû se battre pour créer les entreprises. On est même à la 3e ou 4e génération. On vit un peu sur ses acquis, ce n'est pas idéal du tout pour innover. Et du coup, on n'investit pas, parce que le défi est trop gros. Donc Verviers est à ce moment-là avec un outil vétuste et toujours dans les faits, dans les chiffres, une des capitales mondiales de la laine, mais elle est déjà en train de tout doucement s'éteindre, notamment parce que ceux qui étaient jadis des acheteurs commencent eux-mêmes à s'équiper en machines. On faisait venir les laines d'Australie, par exemple, pour les faire laver à Verviers. Puis tout doucement, les Australiens se sont dit, mais après tout, on achète très bien des lavoirs. Et où fabriquait-on les lavoirs? On les a fabriqués à Verviers. Et on installe des lavoirs flambant neufs là, et on ne fait plus traverser la moitié du globe aux laines. Non, on les fait directement sur place. Et tout ça, il y a certains patrons lucides qui lancent des cris d'alarme, mais la plupart ne veulent pas le voir. Quelques journalistes, notamment au journal Le Jour, pointent les difficultés, mais ce n'est vraiment pas dans l'air du temps. Les plus lucides, ça semble être au niveau des ouvriers, des travailleurs. Et on le constate, j'ai dit, il y avait une paix sociale, mais on le constate dans l'évolution du nombre d'enfants, de jeunes, qui sont inscrits dans l'apprentissage textile. Entre 50 et 55, ça chute de moitié déjà. Okay. Donc ça veut dire que les parents ne font déjà plus confiance au textile pour leurs enfants. Il y a une interview en 1961 où on voit Léon Dusberg, qui est un des grands patrons de l'époque, c'est le patron des forces vives locales, si on peut dire, qui dit
n'ayez crainte, chaque fois qu'une entreprise ferme, dites-vous bien qu'il y en a d'autres qui se préparent à se moderniser, à s'ouvrir, etc. Et pas dans la même interview, mais dans le même documentaire, 2 jeunes qui disent « nous, on n'y croit plus. On est en train de chercher du travail ailleurs ». Ce qui contribue aussi à la chute de la démographie. Verviers est à ce moment-là une ville qui est en train de perdre ses habitants. Donc vous voyez, tous les indicateurs tournent à l'orange, oui. Sont à l'orange, et alors la fermeture de l'usine Voss fait vraiment un coup de tonnerre, et 3 ans, 4 ans après, alors là, le front est vraiment tombé. Il faut se moderniser ou on va périr. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus les moyens de se moderniser. Et après, c'est une lente agonie, quoi. Alors, tout cela dans votre conférence, avec la manière structurée que vous venez d'utiliser. Le principe de l'album, c'est d'aller chercher des photos, des témoignages. On a donc vu ces photos du tournage. Maintenant, nous avons ici des photos d'époque. On va les commenter ensemble ? Oui, okay. Donc, on va commencer par celle-ci. Oui. Ah oui, on reconnaît. On reconnaît, hein, c'est la façade. C'est toujours un acteur, on en parle toujours aujourd'hui. Mais tout à fait. Donc, les grands magasins à l'époque, qui sont tous autour de la place verte, jouent vraiment un rôle fondamental dans l'animation de la cité, et notamment le GB, comme on disait, chaque année a une décoration formidable de sa façade. Le 3e étage devient le royaume du jouet. Saint-Nicolas accueille tous les enfants. C'est vraiment un des événements annuels les plus marquants. C'est ça, tout le monde y va, tout le monde va voir Saint-Nicolas au Grand Bazar. Ça, c'est un article du Courrier, il faut sauver nos textiles. Donc on est en mars 55, on commence à se rendre compte des difficultés, et le Courrier à l'époque est dirigé pendant quelques années par Joe Gérard, qui deviendra plus tard historien amateur, qui n'est pas du tout verviétois. C'est une excellente plume, mais extrêmement polémique, et comme à l'époque le PSC, l'ancêtre du CDH, est dans l'opposition, c'est le Courrier qui est le plus virulent là-dessus. Si on faisait un contraste avec les articles du Travail à l'époque, le journal socialiste, ce serait vraiment pas. On sent vraiment la différence. Oui, à quel point les journaux étaient un peu inféodés à leur parti. Voilà un des rares articles du Travail sur la crise textile. Et là, c'est pour signaler que le gouvernement va aider le textile à vaincre ses difficultés. Ouais. Quand on sait que 30 ans après cet article, il ne reste à peu près plus rien, on ne peut pas dire que les mesures... D'ailleurs, il y en a eu beaucoup d'autres après. Inéluctable ou vraiment reconversion ratée ? La chute était inéluctable, elle s'est passée partout. Elle s'est passée dans toute l'Europe. Reconversion ratée en matière de textile, oui. On a été vers d'autres industries, dans une autre logique, c'est-à-dire la création des zonings. Donc l'économie a quitté la ville, s'est installée sur les hauteurs. Et il ne faut pas oublier que toute cette crise se passe pendant ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Ah oui. Donc les années d'expansion. C'est vraiment un contre-courant. Et donc Verviers est en train le textile verviétois est en train de mourir, mais on ne s'en aperçoit pas parce que par ailleurs, tout se développe et les emplois changent, mais on retrouve du boulot dans d'autres secteurs. Est-ce que dans l'inconscient collectif, il ne reste pas aussi de cette époque l'idée qu'il faut absolument avoir une industrie ou des activités économiques diversifiées ? Ah, mais c'était ça l'énorme problème de l'époque, hein, c'était une mono-industrie, avec quelques industries annexes, mais la construction de machines textiles était liée au textile, la chaussure aussi, puis ce sont les courroies pour les machines textiles. Et là, une fois qu'il n'y a qu'une seule industrie dans une ville, dès qu'elle périclite, c'est toute la ville qui périclite. Qui s'en va. Tout à fait. Oui, là, j'ai trouvé cette photo que Freddy Oglusser m'a transmise, superbe. Donc, le coin de rue, qui se trouvait au coin rue Spintet et... le quai des Récollets, le coin de rue, c'était une usine en pleine ville avec 150 ouvriers qui fabriquaient des vêtements et ils avaient des camionnettes, le coin de rue. Alors là, ils sont un nouveau magasin mythique. Ah oui, c'est un des magasins mythiques, comme le Printemps, comme Marvan, des magasins de ce genre-là. Et à l'époque, on utilisait les voitures de l'entreprise, avec l'accord du patron, je suppose, pour aller à la mer, passer le week-end ou les congés. C'est également une période où les congés payés, qui sont nés juste avant la guerre, mais s'allongent. Et donc c'est aussi une période charnière à ce point de vue-là. On entre dans une crise et en même temps on entre dans la société de consommation. C'est ça, vraiment, c'est très paradoxal, quoi.
Et des lieux mythiques, enfin, le coin de rue, c'était aussi un dédale, c'était vraiment un lieu surréaliste. Complètement surréaliste. Voilà, ça, ce sont des ouvrières du coin de rue, des ouvrières qu'on appelait les culottières, parce qu'elles faisaient une partie bien précise du vêtement, je crois qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, elles faisaient la partie culotte. Ok. Ici, à droite, c'est le bourgmestre de l'époque, Adrien Houget, qui décore un de vos prédécesseurs. À gauche, Joseph Broncard, qui ne dirigeait pas la TV locale. Il n'y avait pas de télé locale, tout début de la TV. Donc, c'était l'ancien directeur du journal Le Courrier. Ce qui est important de noter, c'est que Adrien Houget, c'est le patron de Houget, c'est-à-dire la firme de construction de machines textiles. Et c'est le dernier grand industriel bourgmestre de Verviers, comme l'avait été Mühlendorf, comme l'avait été Hortemann-Sauser. Tous ces gens étaient des patrons. C'est le dernier. Après, les bourgmestres de Verviers, ce sera d'autres, des avocats, des journalistes, etc. Ce ne sont pas des professions méprisables du tout, mais ça veut dire que le patronat ne s'investit plus dans la gestion de la ville. D'accord. Ok. Après Houget. Ici, ça a été l'événement médiatique de cette année-là qui a éclipsé la crise textile, bien que c'est à ce moment-là aussi qu'on en a parlé au plus haut niveau. Donc c'est la première visite du roi Baudouin à Verviers, à l'occasion des 150 ans de la Chambre de commerce et industrie, qui était la plus ancienne du pays. Il est accueilli par le gouverneur Pierre Clerdant, qui est tout jeune, par le bourgmestre. Le roi se rend à l'hôtel de ville, au théâtre, qui est plein à craquer, à l'Harmonie, qui est toujours le lieu le plus important de la ville. Et dans les discours, Jean Rey, ministre libéral liégeois des Affaires économiques, répond à Monsieur Martin, le patron de Martin Frères, qui est le président de la Chambre de commerce. Le thème du discours de Monsieur Martin, c'est « Notre industrie est victime des mesures protectionnistes des autres États. Nous avons besoin de l'aide du politique. » Et il traduit bien toute la mentalité patronale de l'époque. Et le thème du discours de Jean Rey, c'est « L'industrie textile verviétoise est insuffisamment adaptée à l'évolution de la mode. » Et les deux sont exacts. Si ce n'est qu'à Verviers, on n'entend que le premier. Et on n'entend pas assez qu'il serait nécessaire de s'adapter. Ici, c'est un défilé de mode. C'est l'Harmonie, ça. C'est l'Harmonie. Donc l'Harmonie, la plupart des défilés de mode se faisaient à l'Harmonie, si ce n'est celui de l'Innovation, qui se faisait dans ces locaux. Et alors, une boutique très chic, la boutique L, faisait cela à Spa, à la Vieille France, un hôtel qui a brûlé il y a quelques années. Et donc ça, c'est un des défilés de mode de l'époque. La saison des défilés de mode commençait au mois de mars et pendant 3 mois, des défilés se succédaient tout le temps. Tout le temps. Il y avait une véritable saison des défilés de mode, comme on dit aujourd'hui la Fashion Week, à Paris et puis à Londres et puis à Milan. Et puis ça reprenait alors pour les collections d'hiver. Ça, c'est un bal. C'est le bal probablement des anciens élèves de l'Athénée. Donc vous voyez la différence du costume. Donc la saison des bals, elle démarrait en octobre et elle se faisait pendant tout l'hiver. Il y avait, enfin, toutes les écoles, tous les grands magasins, il y avait des bals tous les samedis. Les bals étaient soit à l'Harmonie, soit à l'Élysée, c'est-à-dire l'ancienne salle de la Franchie-Montoise, rue du Gymnase, là où se trouve aujourd'hui le hall omnisport de l'Athénée, pour fixer les choses. Et alors, le bal qui avait le plus de succès de nombre était celui de l'Athénée, mais celui qui était considéré comme le plus chic, où il fallait vraiment aller se montrer, et je ne fais pas de politique, c'est un simple constat, c'était le bal organisé par la jeune garde libérale, qui s'appelait le bal bleu. Le bal bleu. Et le bal bleu était vraiment l'événement mondain à Verviers. D'accord.
Ça, c'est une cour d'école, donc les anciens de Saint-Michel reconnaîtront Saint-Michel, on voit que les rangs sont parfaitement tenus. Donc, à l'époque, je pense, j'évoquerai un petit peu ça dans la conférence, grosso modo, les écoles sont déjà celles que nous connaissons aujourd'hui, excepté les écoles textiles. Il y a un enseignement textile pour les apprentis, mais aussi pour les ingénieurs textiles. Et ces écoles textiles commencent tout doucement à perdre leurs élèves, ce qui veut dire qu'on se rend compte quand même qu'il va y avoir des difficultés, qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est le collège échevinat de l'époque, excepté le plus jeune, là au milieu. Le plus jeune n'est pas n'importe qui, c'est Emmanuel Koch, qui est, cette année-là, le lauréat du prix Vieux-Temps, la famille Koch étant un de grands violonistes. Et, mis à part le secrétaire communal, on a là tous les membres du collège. Alors vous voyez qu'il n'est pas question de parité homme-femme à l'époque. On en est loin. On en est très loin. Et il n'est pas question de jeunisme non plus. Le bourgmestre a 75 ans, les autres échevins tournent autour de 65, et le leader de l'opposition, M. Alexandre Duchesne, en a 77. Comme quoi, à l'époque, il fallait s'accrocher pour arriver au sein des saints. Et ça faisait vraiment très sérieux. Ils n'ont pas, tout à fait. Ils n'ont pas l'air de s'amuser. Non, ils n'ont pas vraiment l'air de s'amuser. Mais M. Houget, paraît-il, était un bon vivant, mais là, je crois qu'il prenait la pause, on lui avait dit. Voilà. Le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre. C'est vraiment une des scènes qui est très très bien reconstituée dans le film d'Andrien par Jean-Jacques Andrien. Le Grand Théâtre, c'est en 1955 qu'il bat son record de fréquentation pour un spectacle. 1200 personnes parviennent à s'entasser pour un spectacle. Alors pour qu'on ait une idée de ce que le Grand Théâtre présentait à l'époque, beaucoup de pièces de théâtre, il y avait les galas Carcentier d'Herbert, il y avait les tournées du Théâtre National, et alors énormément d'opéras et d'opérettes. 40 spectacles d'opéra et d'opérette différents chaque année. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. C'est vraiment une vie, c'est la culture de l'époque, évidemment, mais une vie culturelle très intense. Ce bâtiment qui va revivre, on est vraiment heureux, a une mémoire dans ses briques, dans ses murs. Oui, fantastique. Je ne peux que conseiller l'ouvrage de Georges Cardol à ce point de vue-là, sur 100 ans d'art lyrique à Verviers. Effectivement, la ville avait sa propre compagnie d'opérette et d'opéra. Encore une fois, ça veut dire qu'elle avait les moyens, un statut et un public pour le suivre. Et un public. Et on accueillait énormément de vedettes, soit au Grand Théâtre, soit au Coliséum, ce cinéma mythique qui a été détruit, qui était rue Avé, c'est bien ça. Ici, c'est Luis Mariano. Donc cette année-là, à Verviers, Luis Mariano vient, Rudy Irigoyen vient, Arletty, Paul Meurice, là on est dans le cinéma. L'année suivante, Brassens va faire ses débuts. Le premier concert de Brel à Verviers, c'est en 1955. Et ici, c'est Luis Mariano, interviewé par, encore une fois, de vos lointains prédécesseurs, M. Jules Aymon. D'accord. Le Louvre. Place du Martyr. Place du Martyr, autre cinéma disparu. Donc à l'époque, il y avait 9 cinémas différents. Les cinémas commençaient à peine à sentir la concurrence de la TV, à peine, mais ils étaient tous en train de se moderniser. C'est la naissance du cinémascope, etc. Et il y a quelques films. Le premier, Sissi, date de cette époque-là. La scène mythique où on voit Marilyn Monroe sur une bouche de métro. 7 ans de réflexion, 7 ans en 1955. Le cinéma est vraiment ancré dans la vie populaire à l'époque. Un peu plus tard, évidemment, dans les années 70, beaucoup de ces bâtiments ont été malheureusement détruits. Alors vous qui êtes justement attaché à la protection du patrimoine, à certains moments, on ne peut pas tout garder, on en est bien conscient, mais parfois le problème aussi, c'est par quoi on remplace, non ? Ah oui, tout à fait. Dans ce qui a dû être détruit, on a le Louvre ici, j'ai cité le Coliséum tout à l'heure.
pour que les plus jeunes téléspectateurs se rendent compte, c'était 2 salles construites par le même architecte, qui avait également été l'architecte du Forum de Liège. Et c'était de la qualité du Forum de Liège. Oui. Malheureusement, Liège a gardé le Forum au terme d'un combat homérique, hein, sinon là aussi c'était destiné à être détruit et remplacé par un parking. Voilà. Et c'est souvent ça le problème. On détruit et on remplace, on tire vers le bas. C'est ça. Le pire étant quand on détruit pour ne remplacer par rien, aussi. Par un rond-point, paraît-il indispensable, mais j'ai dit que je ne m'occupais plus de politique. Voilà. Oui, j'ai dit, c'est le début de la télévision. Oui. À l'époque, elle n'est pas encore prête de faire beaucoup de dégâts au cinéma. Donc ici, vous voyez 3 enfants en train de regarder la télévision, dont le futur directeur technique de Védia, qui se trouve au milieu. Il se préparait déjà son métier. Il se préparait déjà, manifestement, il est captivé. Il faut être conscient qu'à l'époque, la TV, c'est vraiment quelque chose pour les privilégiés. Hein. Une télévision, ça coûte le prix d'une voiture, quasiment. Ah oui. À Verviers, on ne capte pas Bruxelles. On ne capte que l'Allemagne, l'émetteur de Landberg. Okay. Ce n'est qu'en 1956 qu'on commence à capter un poste belge. Inutile de dire qu'il y avait très peu de personnes qui achetaient une TV dans ces conditions-là. Mais il y en avait quelques-uns, et c'est comme ça qu'est né Télépro. Oui. En fait, c'est un propriétaire de TV, d'une TV et son ami, ils se rendent compte qu'ils n'ont que des postes allemands, et ils demandent à leurs fils respectifs, qui sont tous les 2 élèves à Saint-Michel, vous ne voudriez pas nous traduire le programme, qu'on sache au moins ce qu'on regarde. Et ces 2 jeunes, Roger Mackels et M. de Saussois, se disent, mais tiens, peut-être moyen de faire quelque chose, et ils renaissent au type Télépro. Et puis Télépro qui est là, devenu, qui est ici au-dessus. Voilà, qui a été pendant des années au cœur de la ville, qui est encore ici dans vos voisins, et qui est quelque chose qui a eu un succès fou au milieu. Mais peut-être que Télépro n'aurait pas existé si on avait capté Bruxelles tout de suite. Ok. Ah oui. À quoi parfois ça tient l'histoire. Oui, tout à fait. Oui, là, je pense qu'il faut aussi évoquer la presse quotidienne, pas seulement la TV. Donc, à l'époque, il y a 4 journaux à Verviers, Le Jour, Le Courrier, La Meuse-Verviers, qui est le plus récent, et Le Travail. Les bureaux du Travail se trouvaient rue du Gymnase, donc au fond de la photo, on reconnaît l'Athénée. En face, les bâtiments sont détruits, c'est là que se trouve aujourd'hui le Omnisport. Et ici, on voit monsieur et madame Jérusalem, donc les parents de l'ancien préfet de l'Athénée. Et madame Jérusalem travaillait comme secrétaire de direction au journal Le Travail. Elle est manifestement en train d'arriver à son boulot. Un baptême à la clinique de la rue Masson. Ah oui, la maternité de la rue Masson. La plupart des Verviétois sont nés à la clinique de la rue Masson. On est nés là-bas, oui. Mais à l'époque, il y a encore une forte concurrence dont on n'a plus tellement conscience aujourd'hui. Il y a 2 maternités. Rue Masson, c'est la maternité des sœurs de la Charité, sauf erreur de ma part, qui capte 55% des naissances, mais qui va monter jusqu'à à peu près tous les Verviétois à la longue naîtront rue Masson. C'est ça. Mais il y a aussi rue de la Station, à peu près en face de l'hôtel Verviers actuel, hein, un bâtiment qui a servi encore, qui est toujours debout. Il y a là la maternité de la ville, la maternité de la CAP, de la Commission d'assistance publique, et on choisit l'une ou l'autre, c'est plus chic d'aller rue Masson, mais ce n'est pas tellement par des questions de conviction, je vais dire, religieuses, oui, c'est ça, parce que même dans la clinique de la rue de la Station, donc la clinique officielle, la clinique de la ville, ce sont également des sœurs. Ah oui. Et quand cette clinique va quitter le centre-ville pour aller dans le nouvel hôpital, l'hôpital actuel commence à être construit en 1955. Vous voyez que c'est une année charnière, pas seulement pour le textile. Et bien, les sœurs vont suivre. Okay. Et elles iront aussi, mais au tout début. Et puis, tout doucement, il y a quand même des personnes qui vont faire remarquer, mais on n'en était pas encore à des guerres sur les signes religieux, manifestement. 1955, c'est l'année où on décide, malheureusement, je crois, si on veut bien réfléchir alors à très très long terme, l'abandon du tram. Ah oui, ben voilà.
J'ai choisi cette photo parce qu'elle symbolise une quinzaine d'années pendant lesquelles les trams et les bus vont cohabiter. Donc à partir de fin 55, les trams vicinaux vers Eupen ou vers Spa sont remplacés par des bus. À partir de 56, ce sont les trams urbains qui sont peu à peu remplacés par des bus. Et le dernier tram qui circulera en 69, après quoi il faudra 40 ans pour qu'on ramène deux épaves récemment au solvant. C'est un signe, c'est le signe que la ville, comme à peu près toutes les villes à l'époque, est en train de donner la priorité à la voiture. C'est le tout à la voiture, avec toutes les conséquences que ça va avoir, parfois positives pour les gens, c'est évident, la liberté. Ma voiture, c'est ma liberté, ce fameux slogan, mais négative d'un point de vue urbanisme. La ville était déjà à ce moment-là confrontée à un problème de mobilité. C'est très juste, et on se souvient des deux places, et notamment de la place verte où il n'y avait pas de piétonnier, voilà. Et pour se parquer ou pour tourner devant l'innovation, c'était insupportable déjà à l'époque. Ben la voilà, la place verte, avec les voitures, où on voit très très bien donc, que les voitures tournaient autour, mais on distingue également les rails de tram. Oui. Moi j'ai conduit quelques années à Bruxelles. Pour passer à côté d'un tram, il passe très près, sauf si on roule sur le trottoir. Alors, la ville, à ce moment-là, est marquée par ces grands magasins. Donc, on évoquait tout à l'heure le Grand Bazar, mais il y avait également la Vierge Noire, qui a été reprise par le Grand Bazar en 52, le prix bas, l'innovation, le Sarma, et tous ces commerces, pas de gros, je veux dire tous ces grands magasins, faisaient vraiment vivre la cité. Mais à côté d'eux, il y avait 1800 commerces de détail. 1800. Ah oui. Rien que la rue Spatet, on s'en souvient. 250 épiceries, 250 cafés, une centaine de boucheries, enfin c'est inouï. Et alors des rues comme rue Spatet, Brou Harmonie, rue de Zy, où les enseignes se comptaient par dizaines. C'est ça, oui. Et avec cette petite aubette, avec la publicité, je ne sais plus c'était quelle marque de médicaments ou des. C'était une croix, effectivement, oui. Et avant ça, c'était Persil qui se trouvait. Et une des façons d'identifier les photos de la place verte, c'est en fonction de cette aubette. Parce que cette aubette s'est trouvée à un certain moment au milieu des années 50, là où on la voit sur la photo. À une autre époque, elle était plus proche de la rue Crapaud-Rue et différente. C'est une des manières de dater, tout comme pour les voitures. Si la plaque de voiture sur une photo, ce sont 6 chiffres, c'est avant 54. Okay. Et c'est en 54 qu'on met 4 chiffres et une lettre. Ah oui. Et puis alors après, ça a bougé, quoi. Ceci, c'est l'usine, enfin une des usines Pelser dans la cité. Donc nous sommes, c'est pris depuis la colline de Lambermont, en quelque sorte. Ça. À l'avant-plan, c'est la Vestre. À l'arrière-plan, c'est la rue Gérard Champ. Et puis derrière, c'est Verviers-Ouest. Donc ce sont les cinémas, l'hôtel Verviers, tout à fait. Là-bas, oui. Et ceci permet de voir à quel point ces grandes entreprises étaient vraiment enchâssées dans le tissu urbain. Oui. J'en profite pour signaler, parfois je me plains un peu de l'urbanisme à Verviers. À l'époque, il n'y avait à Verviers aucun plan d'urbanisme. Non. On pouvait construire une usine là où on voulait. Comme on voulait. Et c'est comme ça qu'il y a eu une usine de Duisberg. Duisberg est un constructeur important de machines textiles, qui s'est installée rue des Déportés. Là où ça a été ensuite le jour, puis aujourd'hui Socomef, au départ c'est une usine de Duisberg, mais en plein milieu d'un quartier résidentiel. Voilà, ça ne posait pas de problème. Aucun plan d'urbanisme, c'est comme quoi il y a quand même eu des progrès. On a quand même progressé. Et là, ce qu'on reconnaît bien aussi, ce sont les gazomètres, puisque pendant toute une époque, beaucoup étaient chauffés au gaz et tout l'éclairage public était au gaz. Gazomètres qui ont été remplacés par le magasin Boutet. Voilà. De longue mémoire. Et aujourd'hui, c'est là que se trouve Vandenborg. Tout à fait. L'intervapeur à cette époque-là? L'intervapeur date de 1937, n'a encore qu'une seule cheminée et va encore s'étendre un peu, puisque c'est au milieu des années 60 ou même 70 qu'on ajoute une deuxième cheminée. L'intervapeur, c'est fondamental. C'est le genre de choses qu'on essaie aujourd'hui de reconstruire partout. C'est-à-dire le chauffage urbain qui fait que Verviers était une ville industrielle importante avec un ciel
relativement pure. Je dis bien relativement pure, ça. Puisque l'intervapeur envoyait de la vapeur, donc de l'énergie, dans toute une série d'usines qui étaient raccordées, des maisons particulières aussi, mais ça avait un coût. Les conduites fuitaient très souvent, ce qui nous permettait tout jeunes, en plein hiver, de marcher sur des trottoirs dégagés. Oui, avec la neige. Et puis peu à peu, c'est l'électricité qui a remplacé la vapeur, c'est pour ça que ça a été dépassé. Mais c'était ingénieux. Ah, c'était totalement et assez unique. Totalement unique, tout à fait. Verviers était vraiment tout à fait à la pointe à ce moment-là sur ce plan. Oui, là, les 3 bâtiments sont détruits, donc c'est de gauche à droite la maison du peuple, donc en gros le Parti socialiste, la maison syndicale au milieu et le journal Le Travail. J'ai pris cette photo-là et pas celle de la CSC, simplement parce que la CSC à l'époque est en train de déménager de la cour Fischer. Vous voyez, elle se trouvait cour Fischer. Tout près de l'église Notre-Dame, vers la rue Laoureux, tandis que là, ils sont clairement ancrés à cet endroit-là. Donc, à l'époque, 2 syndicats seulement. Il n'y a pas de syndiqués aux libéraux, d'après en tout cas les 2 autres. Et il y a, alors que la ville a été toujours à la pointe du combat, il y a un climat social apaisé depuis 1946 grâce à un accord social qui donne énormément d'avantages aux ouvriers, ce qui a joué aussi. Les salaires étaient plus élevés qu'en Flandre, que dans l'industrie textile flamande, mais en échange, il y a aussi, c'est logique, une concertation patron-syndicat permanente. D'accord. Ce qui explique que la fermeture des usines, quand ça a commencé à se produire, il a fallu très longtemps avant que ça ne s'accompagne d'occupation d'usines, de résistance, etc., comme c'est de coutume aujourd'hui. Oui, je disais, je pense qu'on a évoqué la visite du roi, et je disais ça a été un des moments importants de cette crise textile, puisque c'est à l'occasion de la visite du roi qu'il y a vraiment eu ce dialogue en direct entre, vous voyez ici, tout à fait à gauche, c'est Jean Dessort, qui est un des patrons de chez Pelser, tout à fait à droite, c'est Léon Dusbert, qui est un des patrons d'une des nombreuses entreprises Dusbert, Monsieur Franz Martin, le patron de Martin Frères, une des rares entreprises textiles qui travaille le coton et non pas la laine. J'ai travaillé là comme étudiant quand on avait 15 ans. Et puis alors, Jean Rey, le ministre libéral des Affaires économiques, et Victor Larocque, le ministre socialiste du commerce extérieur, qui sont les interlocuteurs. Donc le roi à l'époque n'intervient évidemment pas, mais c'est un moment clé de la vie de la ville, et c'est une visite qui a marqué les esprits. Il y avait un monde fou pour applaudir le roi. On arrive à la fin de cette visite dans le passé, de toutes ces photos. S'il devait rester un lieu, un bâtiment qui synthétise le plus l'année 1955, aujourd'hui, toujours debout à Verviers, ce serait quoi? Ce serait, à mon avis, le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre? Le Grand Théâtre, toujours. Compte tenu du nombre de vedettes qui s'y sont produites cette année-là, compte tenu de ce qui s'y passait d'autres aussi, le concours Vieux Temps, le concours international de chant, c'est vraiment le Grand Théâtre symbolise bien cette année-là, comme à peu près d'ailleurs tout le XXe siècle verviétois, et peut-être aussi au cœur de la ville, le GB, le Grand Bazar, qui est bien le symbole aussi de ces grands magasins qui faisaient la richesse et l'animation de la ville. 2 bâtiments qui sont toujours là. Et 2 bâtiments qui sont toujours là, tandis que tous les bâtiments patronaux ou syndicaux ont été détruits. Quant aux usines, heureusement, restent aujourd'hui quand même 2 fleurons de renommée mondiale, Tretex et Pelser-Simonis, mais c'est 1% de l'emploi de 1955. 1%. Merci à vous, c'était passionnant.
La suite, c'est le 25 septembre. Voilà, merci beaucoup. Salzbourg, je rappelle, il faut vraiment retenir, oui. parce que sinon, les portes seront peut-être closes pour ceux qui n'auront pas pris cette peine. Il reste 25 places. 25 places pour le moment, donc il voilà. faut effectivement réserver pour ne pas venir trouver porte close, ou alors il faudra que je le refasse une deuxième fois. Voilà, pourquoi pas, bonne idée. Et c'était bien parce que nous avons fait cette émission quand même dans une structure industrielle qui est aussi Tout à fait. le témoin de ce passé. Oui, un Interlay qui datait de 1947, et les premières publicités Interlay où on voit le bébé avec la bouteille, elles sont de 1955. Voilà. L'endroit n'était pas mal choisi non plus. La boucle est bouclée. Voilà. Merci à vous. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel album. Bonne soirée à toutes et à tous.